Dans cette vidéo, je vais te donner les clés nécessaires pour comprendre les diagrammes de Feynman. Pour ça, on va commencer par faire un tout petit rappel de ce que c'est que le modèle standard de la physique des particules, mais t'inquiète pas, ça va être vraiment très bref. Et ensuite, je vais t'indiquer l'essentiel qu'il y a à savoir pour les comprendre et éventuellement savoir en dessiner par toi-même. Et enfin, on terminera avec quelques exemples commentés que tu verras, tu sauras décortiquer à ce moment-là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme je te le disais, on va faire un petit retour sur le modèle standard des particules. Puisqu'on sait depuis quelques décennies que tout ce qu'on a autour de nous, toute la matière de l'univers, elle peut se résumer avec quelques particules seulement. Et ces particules, on les appelle donc des particules élémentaires. Tu peux voir ça comme des briques de Lego avec lesquelles tu vas construire toute la matière qui t'entoure. Si on regroupe ça par catégorie, on a 6 types de quarks, 6 leptons, parmi lesquels par exemple l'électron, qui en est un, des bosons, 4 bosons qu'on appelle des bosons de jauge, et le boson de Higgs. Voilà, c'est tout. Avec ça, on peut expliquer toute la matière de tout l'univers. Et si on veut être parfaitement exhaustif, il faut aussi rajouter ce qu'on appelle de l'antimatière. C'est-à-dire qu'à chaque particule de matière, donc les particules qu'on vient de voir dans le tableau, on peut leur associer une particule d'antimatière qui a une charge électrique opposée, ainsi que d'autres nombres quantiques opposés, mais c'est pas très important ici de comprendre ça, et surtout la même masse. Par exemple, l'antiparticule de l'électron, c'est le positon, qui a la même masse et qui a une charge électrique opposée. Pour l'électron, c'est une charge négative, et pour le positon, c'est une charge positive. Et tu as quelques particules qui vont être leurs propres antiparticules. C'est comme si en quelque sorte elles n'avaient pas d'antiparticules. Par exemple, le photon n'a pas d'antiparticules. Enfin, disons plutôt qu'il en a une, mais l'antiparticule d'un photon, c'est un photon. Et les physiciens ont été confrontés à quelques problèmes lorsqu'ils ont construit ce modèle standard. Ils se sont retrouvés avec des calculs qui peuvent être relativement compliqués, et en plus il faut représenter de manière assez simple des interactions qui peuvent être parfois compliquées. Richard Feynman, donc c'est un physicien très connu du siècle dernier, il a proposé les fameux diagrammes de Feynman qui ont quelques avantages. Ils permettent de représenter assez simplement les interactions entre particules élémentaires, et ils vont aussi simplifier les calculs associés. C'est en quelque sorte un moyen d'organiser les idées pour les physiciens. Mais ça, tu vas le comprendre aussi un peu plus loin dans la vidéo. Bon ok, c'est bien tout ça, mais comment ça fonctionne et comment on lit ce truc? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment 5 pauvres traits comme ça pourrait simplifier des calculs ou même représenter des interactions? Avant toute chose, il faut que tu saches que quand on construit un diagramme de Feynman, on part du principe plus ou moins implicite qu'on a deux axes. Un axe temporel et un axe d'espace. L'axe d'espace, en quelque sorte, il englobe les 3 dimensions. On s'en fiche, on représente tout ça sur une seule dimension. Et tu peux soit avoir le temps en abscisse et l'espace en ordonnée, soit avoir l'espace en abscisse et le temps en ordonnée. Les deux possibilités existent. Celle où on a le temps en ordonnée, c'est la représentation historique, celle qui était utilisée notamment par Feynman lui-même. Et celle où on a le temps en abscisse, c'est plutôt celle qu'on va retrouver plus fréquemment aujourd'hui. C'est celle qui gagne du terrain. Mais attention, il y a encore certaines personnes qui utilisent la représentation historique. Moi aujourd'hui, je vais choisir celle-ci, c'est-à-dire je vais placer le temps en abscisse dans tous mes diagrammes. Mais retiens bien que ça ne change rien à la logique, c'est simplement une convention, un choix qu'on fait au départ. Alors maintenant, on peut placer notre diagramme dans le repère. C'est beau, mais comment on lit ce truc? Pour ça, tu as besoin de connaître un mini mode d'emploi. Les particules élémentaires, on va les représenter de manière différente en fonction de leur type. Les fermions, ça sera toujours un trait plein. Les fermions, ce sont les quarks et les leptons. Le photon, on va le représenter par une ligne ondulée. Un gluon, ça sera représenté par une suite de boucles. Et les bosons, donc de Higgs et W et Z, ça sera une ligne pointillée. Alors c'est vrai que parfois, tu peux voir certains types de bosons représentés par des lignes ondulées. Mais dans ce cas-là, on te précisera dessus si on a affaire à un boson W, Z, de telle sorte que tu comprendras quand même ce que tu as sous les yeux. Et dernier détail, dans la suite, je vais utiliser des couleurs pour que ce soit plus clair et plus compréhensible, mais retiens bien que les couleurs, en fait, on s'en moque un peu. D'ailleurs, il y a beaucoup de diagrammes qui sont en noir et blanc tout simplement, et c'est tout aussi clair. Et on va flécher les traits qui représentent les fermions. Si la flèche va dans le sens de l'axe du temps, dans ce cas-là, on a une particule de matière. Mais à l'inverse, si la flèche remonte l'axe du temps, tu as une particule d'antimatière. Et tout ça, ça va nous permettre de représenter ce qu'on appelle des vertex, c'est-à-dire des interactions. Un vertex, c'est là où 3 lignes se croisent. Ici, sous les yeux, tu as le vertex d'un électron qui va émettre un photon. Pour comprendre ça, on lit selon l'axe du temps. Le temps va vers la droite, donc ici on a un électron qui arrive. On sait que c'est un électron puisque la flèche est orientée dans le même sens que le temps. Il se déplace dans le temps et dans l'espace, et là, hop, il émet un photon. Mais lorsqu'il émet le photon, ton électron continue à exister, donc il continue à se déplacer dans l'espace et dans le temps. On a représenté par un vertex un électron qui émet un photon tout simplement. Ici, on a un autre type de vertex. On a un électron qui, cette fois-ci, va absorber un photon.
Pour comprendre, on se déplace toujours dans le sens du temps, donc vers la droite, on a notre électron qui arrive, qui se déplace dans le temps et dans l'espace, et on a ici au niveau du point d'intersection un photon qui interagit avec cet électron. Lorsqu'on continue à se déplacer vers la droite, on voit que le photon cesse d'exister puisqu'il a été absorbé par l'électron qui lui continue à exister. Donc pour comprendre, on lit bien de la gauche vers la droite. On se déplace dans le temps. Bien, maintenant on va pouvoir associer deux vertex ou plus entre eux pour représenter des processus physiques, et c'est ça qu'on appelle des diagrammes de Feynman. Des associations de plusieurs vertex. D'ailleurs, tu peux te prêter à ce petit jeu, est-ce que tu es capable de deviner quel processus physique représente ce diagramme de Feynman? Alors c'est vrai qu'à ce stade-là de la vidéo, la question elle est un petit peu compliquée. Mais n'hésite pas à y réfléchir 10 secondes si tu veux jouer le jeu. Ici, ce diagramme représente deux électrons qui vont se repousser par interaction électrostatique. Et pour comprendre ça, on se déplace toujours vers la droite dans le sens du temps. On a un électron qui arrive ici, un autre électron qui arrive ici. Nos deux électrons échangent un photon, ici, et nos deux électrons continuent d'exister après l'échange de photons. Ils se sont repoussés par interaction électrostatique. Et pour construire ce diagramme de Feynman, on a bien associé deux vertex, les deux qu'on a vus précédemment. L'émission et l'absorption de photons. Ce diagramme, il nous permet d'introduire un petit peu de vocabulaire qui est utile pour les diagrammes de Feynman. On a tout d'abord les particules entrantes et les particules sortantes. Ça, comme le nom l'indique, lorsque tu vas te déplacer dans le sens du temps, les particules entrantes, ce sont celles qui sont au début, avant l'interaction, et les particules sortantes, c'est celles qui sont après l'interaction. Les particules entrantes et sortantes, on appelle ça des particules réelles. Tu peux mesurer leurs propriétés. Mais si on a des particules réelles, c'est qu'on a autre chose, et cette autre chose, ce sont des particules virtuelles. Ici, le photon, c'est une particule virtuelle. On ne peut pas mesurer la propriété des particules virtuelles, ce sont simplement des outils de calcul. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de signification physique, mais simplement tu ne peux pas mesurer leurs propriétés. Et en subissant des rotations, ils vont nous aider à comprendre de nouvelles choses. Ici, on a par exemple, comme on l'a vu avant, un électron qui émet un photon. Mais si on fait tourner ce vertex, on a cette fois-ci un positon qui émet un photon. Regarde, on se déplace vers la droite, mais la flèche, là, elle va vers la gauche. Donc c'est-à-dire qu'on a affaire à une antiparticule, un positon. On continue à se déplacer vers la droite, et là on voit que notre positon, il émet un photon. Le photon commence à exister au niveau du vertex. Il est émis. Mais ensuite, notre positon continue à exister. On a donc bien un positon qui a émis un photon. Ce vertex-là, on l'a déjà vu avant, c'est un électron qui absorbe un photon. On se déplace vers la droite, donc dans le sens du temps, la flèche pointe dans le sens opposé, on a affaire à un positon. Et le positon interagit avec un photon à cet endroit-là, le photon cesse d'exister et il n'y a plus que le positon. Le positon a absorbé un photon. Et on peut aussi avoir un électron et un positon qui vont interagir entre eux, qui vont s'annihiler en un photon. On continue à se déplacer vers la droite, donc la particule du bas, la flèche est orientée dans le même sens que le temps, donc c'est un électron, une particule de matière. Celle du haut, la flèche est orientée dans le sens contraire, donc c'est une particule d'antimatière, un positon. Ils interagissent à cet endroit-là, ils cessent d'exister lorsqu'on se déplace vers la droite, et à la place, il n'y a plus que le photon qui lui n'existait pas, qui a été créé. Donc on a bien un électron et un positon qui ont interagi entre eux pour s'annihiler, disparaître et émettre un photon. Et on peut avoir le processus inverse, ici un photon qui existe, et hop, qui va émettre spontanément une particule d'antimatière, donc ici un positon, et qui va émettre un électron. Et là, les 6 vertex de base qu'on vient de définir, ils servent à décrire toutes les interactions entre la matière chargée et la lumière. C'est-à-dire un très grand nombre des interactions du monde qui nous entoure. Ça, par exemple, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'interaction entre deux électrons. Mais ce n'est pas tout, on peut aussi imaginer des interactions un petit peu plus compliquées. Ici, on pourrait imaginer que le photon qui est échangé, pendant son échange, il va émettre une paire électron-positon qui va être créée et annihilée quasiment instantanément. Pourquoi pas? Ça pourrait exister. En tout cas, rien ne l'interdit. Et on pourrait même imaginer que ce processus se répète plusieurs fois pendant l'échange. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir comme ça pendant l'échange 2, 3, 4, 5 créations et annihilations spontanées de particules. Mais si tous ces processus pourraient se produire, alors lequel est valable? Lequel se produit vraiment? Eh bien en réalité, ce que nous dit la théorie, c'est qu'ils se produisent tous. Il y en a une infinité qui va se produire. Comme je te le disais, on pourrait avoir 2, 3, 4, 5, une infinité de boucles de création et d'annihilation. Et c'est là que les outils sont intéressants, puisque compter les vertex, ça permet de prévoir ceux qui seront nécessaires pour la précision qu'on souhaite obtenir dans notre calcul. Sur le diagramme du bas, on a 2 vertex, sur celui du haut, on en a 4. Eh bien, ce que nous dit la théorie, c'est que pour chaque vertex supplémentaire, on ajoute une précision de l'ordre de 1%. Si tu veux comprendre ça autrement, pour avoir une bonne précision, seul le diagramme du bas sera nécessaire dans les calculs. Si tu veux une excellente précision, alors cette fois-ci, il faudra que tu prennes en compte les diagrammes qui ont 4, 6 ou plus de vertex. Mais là, ça t'en fera beaucoup plus à prendre en compte et les calculs seront plus lourds. Tu obtiens une meilleure précision,
Mais l'inconvénient, c'est que tes calculs ils vont être alourdis et pas qu'un peu. Et je le reprécise, ici on n'est pas pour faire les calculs des diagrammes, on est là pour expliquer comment on lit les diagrammes et comment ils fonctionnent. Les calculs qu'il y a derrière sont beaucoup plus compliqués, et si tu en es là, c'est que probablement tu sais déjà comment on lit des diagrammes de Feynman. N'hésite pas à jouer le jeu si jamais tu le souhaites, prends une petite feuille, mets pause, et essaye de comprendre ce que tu as sous les yeux. Bien, on passe à un exemple qui est un peu plus compliqué, celui-ci, qu'est-ce que c'est? Là, tu as un diagramme de Feynman qui représente la désintégration d'un neutron en un proton. En entrée, on a une particule qui contient 3 quarks, un quark up et 2 quarks down, ça c'est un neutron. On a un quark up et un quark down qui ne subissent aucune transformation. Par contre, on a un quark down ici qui va émettre spontanément un boson W-. Ce boson W- va donner un antineutrino électronique et un électron. Et notre quark down, lui, sera devenu un quark up. Donc en sortie ici, on a une particule qui contient 2 quarks up et un quark down, et ça c'est un proton. On a un neutron qui s'est désintégré en un proton, et en faisant ça, il a émis un électron et un antineutrino. C'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas que sur mon site, tu peux retrouver tout un tas de vidéos pour t'aider pour tes révisions, et notamment pour le bac. N'hésite pas à aller jeter un œil régulièrement si jamais tu veux voir les nouveautés. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.